cher ami. Bonsoir, je suis donc Anne Husson, directrice culturelle de la Maison de l'Amérique latine. Je me suis aperçue que souvent les gens ne savent pas forcément qui ils ont en face d'eux, donc il n'est pas mauvais de répéter. Voilà. Donc, très heureuse de vous retrouver pour une soirée L'Œil pense. C'est rendez-vous avec l'art d'Amérique latine que nous chérissons tout particulièrement, Grecia Cáceres et moi-même, et que nous organisons depuis déjà 8 ans avec l'IESA. L'IESA, l'institution où officie Grecia, et qui s'occupe du département là-bas, Amérique latine. Donc, nous le disons souvent ici, mais ces rencontres L'Œil pense, régulières, mensuelles ou bimestrielles, sont uniques. Elles mettent en avant, à la connaissance de tous, à Paris, les acteurs de la scène artistique, qu'il s'agisse d'artistes émergents en train de tracer de nouveaux chemins, ou d'artistes confirmés ou consacrés, de passage à Paris ou en résidence, ou établis depuis longtemps en France. Pour mémoire, notre soirée précédente était consacrée à l'artiste Enrique Ramirez, le Chilien, remarquable cinéaste et plasticien, et c'était en décembre dernier. Donc ce soir, nous avons le bonheur et la chance d'accueillir une jeune artiste cubaine, Gabriela Pez, pour sa première exposition personnelle, qui a les honneurs pendant un mois entier de l'espace Lac, Loukoum et Art contemporain, fondé par Jean-Michel Attal, ici présent, et que je remercie d'avoir accepté de venir nous présenter éventuellement sa collection aux côtés de Daineris, qui est là. Si vous ne connaissez pas encore cet espace, donc, qui abrite la collection d'art contemporain de ce grand amateur d'art, je vous invite vivement à vous y rendre et à évidemment contempler et admirer les œuvres de Gabriela. Aux côtés de Gabriela Pez, je vous présente la curatrice Daineris Brito, qui s'attache depuis des années à faire connaître principalement l'art cubain et aujourd'hui coordinatrice des projets artistiques au lac. Et enfin, nous accueillons également Roger Herrera, le président de la Fondation Bernard Gros Académie des Beaux-Arts, excusez-moi, qui se consacre tout particulièrement à l'art cubain contemporain d'aujourd'hui, et qui, grâce à sa fondation, a pu aider Gabriela Pez à travailler et à présenter son travail à Paris. Alors, mémoire d'un retour à Paris, Alma al florecer, constellation dans la nuit, destello nocturno. Ces mots nous inspirent infiniment, nous bercent par leur mouvement, la sonorité et le monde qu'ils ouvrent devant eux. Ce sont les mots qui accompagnent et signent la peinture de Gabriela Pez, qui se nourrit au rameau de la poésie et des grands auteurs de la Caraïbe, dans la quête et la revendication de l'identité noire et des identités multiples dont le monde caribéen a le secret. La littérature est très présente dans l'œuvre que construit Gabriela Pez, et ses gardiens du temple sont Lydia Cabrera, Alejo Carpentier, Fernando Ortiz, Édouard Glissant. Et pour la peinture, le grand Wilfredo Lam, bien sûr, qui, il y a tout juste 36 ans, ouvrait en majesté le début de la programmation artistique de la Maison de l'Amérique latine. Et il y a 30 ans, pardon, c'était une rétrospective de son œuvre graphique que l'on montrait ici. Donc on est vraiment avec l'âme, on est entre gens de famille. Voilà, donc je voulais maintenant passer la parole à Daineris, qui va un petit peu diriger cette rencontre. Je voulais vous demander est-ce que... Bonjour à tous et à toutes, merci d'être là. Et, notamment merci à Grecia Cáceres de USA et à Anne Husson pour l'invitation et surtout pour créer cet espace justement dédié à l'art de l'Amérique latine aujourd'hui. Pour faire possible aussi cette espèce de soirée cubaine dont je suis très contente. Aujourd'hui, on a l'honneur justement de présenter, et pas pour la première fois, c'est pas la première fois que Gabriela est à Paris justement, mais on va parler du travail principalement de Gabriela Pez, c'est pour ça qu'on est là. À côté de moi, comment Grecia et Anne le disaient tout à l'heure, il y a Roger Herrera avec qui j'ai le plaisir aussi de partager le fait d'être cubain comme moi, mais aussi de faire beaucoup de choses pour les artistes cubains à Paris et depuis longtemps d'ailleurs. Et Gabriela, l'artiste en question, et Jean-Michel Attal, qui est collectionneur d'art et donc les fondateurs du LAC, Loukoum en art contemporain.
L'exposition que Gabriela présente en ce moment au lac s'appelle Mémoire du retour à Paris. C'est une exposition qui, dans son ensemble, présente des aquarelles que Gabriela a fait l'année précédente dans son atelier à Cuba, à La Havane, où d'ailleurs l'artiste vit et travaille toujours. Donc c'est très important de savoir que c'est une exposition justement conçue à Paris, mais depuis Cuba. Non? Je crois que ça c'est le point le plus intéressant de savoir qu'on part justement aujourd'hui avec une artiste qui est toujours à Cuba, et ça que ce n'est pas le cas de la plupart des artistes cubains d'aujourd'hui qui ont quitté le pays pour de plusieurs raisons, peut-être on va parler plus tard. Et pourquoi Mémoire du retour à Paris? Bon, d'ailleurs, c'est une référence aussi au recueil de poèmes d'Aimé Césaire, un poème de 1939 qui s'appelle Cahiers du retour au pays natal. Et on voulait travailler avec cette idée de retour justement pour faire référence au fait que c'est justement un retour ce que Gabriela a fait. Parce que la première fois que Gabriela s'est rendue à Paris, c'est en 2023. Après avoir été la première artiste à lauréate justement du prix de la Fondation Benagro. Et c'est cette fondation qui lui donne la possibilité de découvrir la ville, de découvrir la France et de faire une résidence de 6 mois à la Société internationale des arts qui va vraiment basculer son travail et qui va lui permettre justement de peut-être connaître une nouvelle dimension dans son ouvrage. Et ça, on le verra aussi tout à l'heure. Avant de passer la parole à Gabriela, je voulais notamment parler du lac, au centre de cette conversation aussi importante aussi. Lac, c'est un espace qui vient d'être créé justement en novembre de 2024, donc même pas 6 mois. Bon, je vais laisser aussi Jean-Michel parler de lac, mais avant d'arriver là, Jean-Michel, en plus de montrer sa collection d'art contemporain, a aussi l'idée que je trouve géniale de présenter justement le travail des jeunes artistes qui ne sont pas forcément partie de la collection, mais à qui il pourrait justement leur donner un espace pour promouvoir et montrer leur travail à Paris. Et donc ça, c'est le cas de l'exposition de Gabriela qui s'inscrit vraiment comme la première artiste jeune cubaine qui entre dans ce cycle d'exposition dédié à jeunes artistes. Et pour parler du lac et de nos activités, donc je laisse la parole à Jean-Michel Attal. Bonsoir. Gabriela est en fait la première jeune artiste à avoir eu une exposition au lac. J'en suis très très heureux. J'en suis heureux. L'inauguration a eu lieu samedi et ça a été une grande réussite. Je crois que les visiteurs qui sont venus étaient très heureux alors, de découvrir le lieu, mais surtout de pouvoir découvrir le travail de Gabriela, dont c'était la première exposition en France. Avant de passer la parole à Gabriela pour qu'elle parle plus de son travail, je vous dis 2 mots au sujet du lac. Donc lac, ça veut dire loukoum et art contemporain, ce qui reflète mon amour des traditions orientales et de l'art. C'est destiné à être un espace d'art, pour l'instant pas une fondation, évidemment pas un musée, et sans doute pas une galerie. Il est exact que nous vendons les œuvres des jeunes artistes, le prix de vente des œuvres revenant en totalité à l'artiste. Et donc, indépendamment de sessions d'accrochage d'œuvres de ma collection, qui durent à peu près 3 mois à chaque fois, nous avons 2 sessions où le lieu est mis à la disposition d'un jeune artiste pour environ 1 mois. Et en outre, on organise un certain nombre d'événements, des concerts. On a déjà eu un concert par une magnifique chanteuse lyrique qui fait partie des chœurs de l'Opéra de Paris, des conférences lors de la visite des Amis du Centre Pompidou. Nous avions organisé une conférence entre l'artiste Bertrand Lavier et le commissaire d'exposition de Pompidou, Michel Gauthier. On organise aussi des soirées de poésie. La première va avoir lieu samedi de cette semaine. Et enfin, on a initié, Daenerys et moi,
des rencontres avec des collégiens et lycéens, qui est une chose à laquelle je tenais beaucoup parce que je me suis aperçu assez fréquemment que de nombreux adultes étaient un peu réticents à l'idée d'aller dans une galerie ou un musée, qu'ils expliquaient qu'ils ne comprenaient pas, qu'ils n'avaient pas l'habitude, ce qui ne me semblait pas des bons arguments parce que l'ingrédient essentiel pour s'intéresser à l'art, c'est d'accepter de regarder. Et donc, on a pensé que ce serait utile que les gens, aussitôt que possible, puissent être confrontés à de l'art. Voilà, pour le reste, je rebondis sur ce qui vient d'être dit en introduction. Ma collection, enfin, est relativement importante, en tout cas en quantité, il y a à peu près 500 œuvres, mais j'ai toujours voulu qu'elle regroupe à la fois des artistes très confirmés, des artistes moins confirmés, et même des artistes émergents que j'ai achetés et soutenus depuis leur début. Voilà ce que je pouvais dire sur le lieu, et évidemment, vous serez les bienvenus si vous souhaitiez le visiter, tout particulièrement pendant l'exposition de Gabriela, qui se termine le 12 avril. Voilà, merci beaucoup. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Mi nombre es Gabriela Pez. Primeramente, agradecer a todos por la asistencia y, bueno, pues a la Maison de la Méxique Latine por darnos este espacio y pues permitirnos o permitirme también hablar un poco sobre mi arte en un contexto donde realmente no siento que se me conozca mucho. Para mí es una gran oportunidad. Pues entonces comenzarles diciendo que yo soy una artista cubana autodidacta. Realmente me gradué de Relaciones Internacionales en el 2018. Siempre me interesó muchísimo el arte, pero bueno, por cuestiones de la vida no pude ingresar a la Universidad de las Artes de Cuba porque para entrar a esta institución debías venir de una escuela vocacional, es decir, lo que era el preuniversitario debía ser especializado en arte y no fue mi caso, entonces no pude estudiar arte, digamos. Entonces, al graduarme de la escuela tenía la convicción de que yo quería ser artista. Pues le entregué el título a mis padres, el título universitario, y dije, bueno, voy a comenzar este viaje. Si quieres cambia para... Entonces, no sé si ir traduciendo como por partes, ¿hasta ahora me entienden? ¿Todo bien? Sí, ok. ¿Sí? ¿Traducir? Básicamente. Donc, oui, et Gabriela, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une artiste autodidacte. Elle a étudié à l'école des affaires étrangères à Cuba, et relations internationales, et elle a eu son diplôme en 2018. Et c'est à ce moment-là qu'elle a décidé de suivre sa vocation et de commencer sa carrière como artista, donc ce qui est assez récent. Entonces, pues a partir del 2018 comienzo pues a experimentar con lo visual. Y en esta primera etapa mi arte estuvo muy enfocada a la naturaleza. Estuve pues, digamos que mi gran maestra fue lo natural, el observar las plantas, las formas, las líneas, los colores. También durante esta etapa mi medio, digamos que predilecto era pues los papeles de fibras naturales, como el papel de algodón, el papiro, las acuarelas, de alguna forma reflejando esto mismo que yo estaba observando, reflejándolo en un medio pues que fuese, digamos que consecuente, que hubiese una elocuencia entre lo observado y pues lo material. Entonces yo digo que esta primera etapa para mí fue muy importante pues porque me permitió experimentar, descubrir y sobre todo también me pasó una cosa interesante que fue que justamente en el 2019 apenas llevaba un año como dedicándome completamente a esto,
una amiga durante el marco de la Bienal de La Habana, que fue en el 2019, me invita a hacer un Open Studio juntas. Entonces, estas acuarelas, digamos que bien recientes que yo estaba haciendo, son expuestas en este Open Studio y pues fue la primera vez que tuve mis primeras ventas, que para mí esto fue, o digamos que un boost ahí de confianza y energía grandísimo, pues porque me permitió confiar en el proceso y pues decidirme definitivamente pues a llevarlo a cabo y a, pues nada, a ser artista, como digo. À ses débuts, elle a commencé par un travail autour de la nature avec une observation des éléments végétaux, plantes, fleurs, etc. Et une utilisation de papier en fibre naturelle pour essayer de créer un dialogue entre le sujet, les matériaux et les médiums qu'elle utilisait. Et en 2019, il y a eu un premier point de clivage, c'est lors de la Biennale d'art contemporain à Cuba. Une amie lui propose d'organiser un open studio, c'est la première fois qu'elle vend 2 œuvres et ça lui a permis de assurer sa confiance et de continuer de l'avant. Entonces, una cosa ahí también importante fue que esa venta fue de un coleccionista que se llama Luciano Méndez, que es uno de los coleccionistas de arte cubano contemporáneo más importantes. Tiene una colección vastísima y apoya muchísimo también a los jóvenes artistas. Entonces, ese mismo año, en el 2019, en octubre, estas piezas se estaban mostrando en el Museo de 2A de Salamanca. Entonces, para mí igual fue importantísimo porque fue como empezar por la puerta ancha, ¿no? Empecé con este Open Studio y de repente ya las piezas estaban mostrándose en una institución en España. Luego entonces, si quieres ya podemos ir, viene la pandemia en el 2020. Ya llevaba alrededor de 2 años perdón, pues trabajando, pero como les había dicho, al principio siempre los temas fueron muy sobre lo natural, sobre lo, digamos que lo contemplativo. Y justo en este momento en el que, digamos que toda la humanidad pasó por grandes cambios y pues nos repensamos la vida entera en general, pues mi obra también cambió. Y yo sentí una necesidad pues de expresar algo más allá de lo contemplativo, lo visual. Estas también eran obras muy, digamos que meditativas, que transmitían muchísima paz, pero en este momento de la vida, digamos, y que al final todo influye, ¿no? Pues no me encontraba en este espacio de poder continuar con este discurso de contemplación y paz, sino ya necesitaba expresar sentimientos mucho más profundos, digamos, es decir, como lo ven en estas piezas, mucho más viscerales. Y también es la primera vez que empiezo a explorar lo que es la forma humana, ¿no? El autorretrato. Esta serie de obras de esta etapa fueron muy autorreferenciales. También fue una etapa en la que no teníamos mucho contacto con otras personas, entonces era difícil, digamos, que conseguir modelos o que alguien posara para ti. Entonces casi todas estas piezas eran alrededor de mí, de mi imagen, de lo que sentía también en este momento, de la incertidumbre, de quizás la locura, porque nos entró como durante tanto tiempo de enclaustramiento. Le dejo a Roger que para tampoco... Donc en 2020, il y a, comme on connaît tous, l'épidémie de Covid, et c'est dans ce moment d'enfermement où elle passe de cette première étape de contemplation et méditation autour de la nature à une étape qui va se concentrer un peu plus sur une expression personnelle totalement expressionniste où tout ce qu'elle a dans son fort intérieur se jette sur le papier. Et c'est la première fois où elle commence à travailler sur la figure humaine
notamment à partir des autoportraits que vous voyez ici, pour refléter cette incertitude qui planait sur la planète entière. Si quieres, pasa la otra también. Ahí y la otra. Y lo de la otra. Sí. Bien, entonces, bueno, pues esta etapa duró la mayor parte del 2020, que pues estuve experimentando con lo que es la forma humana, pero también sucedió algo durante la pandemia y fue que me empecé a quedar sin materiales para trabajar. En Cuba es difícil conseguir, sobre todo, materiales especializados. Es decir, todos los papeles que yo estuve utilizando durante esta primera etapa eran materiales que yo o compraba cuando viajaba o que amigos que viajaban pues les encargaba y me traían todo, me abastecían de alguna forma de estos materiales. Pero al estar la pandemia y pues no podernos mover, estuve precisamente 2 años sin poder salir de Cuba, sin poder viajar. Y pues me quedé absolutamente sin materiales. Entonces, ¿cómo un artista crea sin papel, hojas, lienzo, lo que sea? Entonces, para continuar la práctica tuve que acudir a pues crear mi propio papel, crear mi propio material. Y pues a partir del 2021 pues comienzo una investigación para hacer papeles de fibras naturales. Comencé aprendiendo con papel reciclado, todo lo que es el proceso de cómo se tritura, cómo se crea la pulpa, luego cada paso que se necesita, ¿no? Que se lleva a cabo para crear el papel. Luego también experimenté con papel de algodón y gracias a una amiga que vio como que estaba como en todo este proceso, descubro la fibra del algodón de ceiba, que es esta que están viendo acá. La ceiba es un árbol que abunda mucho en Cuba, también en muchos países, otros países de Centroamérica y del Caribe. Es un árbol que para la religión afrocubana es considerado sagrado. Pero no sé si dejaste... Sigo. Pero realmente yo, que provengo de una familia atea, sabía, es decir, es conocimiento popular que estos árboles son sagrados, sobre todo porque siempre al pie de sus raíces hay ofrendas como frutas o animales o ropa o cualquier tipo de cosa, pero no sabía el por qué. Entonces, cuando descubro esta fibra y creo un papel que a continuación, si quieres, pasa para... a continuación se los voy a mostrar. Creo un papel bellísimo, de repente un papel artesanal, pero que pude utilizar en él todo tipo de medios, como no solamente la tinta y la acuarela, sino como el acrílico, cosa que suele ser difícil en papeles artesanales. Et donc en 2020 avec l'épidémie, il y a un autre souci qui émergeait, celui de l'accès aux matériaux. Déjà à Cuba, il est très compliqué de trouver des fournitures pour les artistes, notamment le papier. Et comme Gabriela est une artiste qui travaille l'aquarelle et l'encre donc sur papier, et tous les stocks qu'elle avait pu acheter soit lors de ce voyage à l'étranger ou à travers des amis qui voyageaient étaient complètement épuisés, donc elle souhaitait continuer, ne pas s'arrêter, et elle a commencé à expérimenter avec une création artisanale de papier, d'abord avec du papier de recyclage, et ensuite elle a commencé à le faire avec des fibres de coton. C'est là où une amie le conseille de passer au coton des ceiba. La ceiba est un arbre qui est à peu près de la famille de baobab et qui est assez répandu au Cuba et qui est très vénéré dans la religion afro-cubaine, donc de ce mélange entre cette voie religieuse qui s'installe à Cuba avec les esclaves venus d'Afrique.
Et tel est le cas qu'on trouve un peu partout dans les parcs, dans les rues à Cuba, des offrandes au pied de ces arbres. Et là, elle vient d'une famille qui pas pratiquante, plutôt athée. Et c'est à ce moment-là qu'elle commence à se poser des questions sur le sens de ce papier très résistant, pour un papier artisanal qu'elle est en train de créer et sur lequel elle va désormais mettre ses œuvres. Entonces, pues al tener este descubrimiento, esto me provoca una necesidad de pues investigar más sobre este árbol. Es decir, ¿por qué este árbol es considerado sagrado en la religión afrocubana, ¿no? ¿Cuál es la historia que está como escondida detrás de todo esto? Y también por qué no la sé, por qué no la conozco. Entonces, a partir de esta investigación, pues me encuentro con la obra de Lidia Cabrera. Lidia Cabrera fue una escritora cubana, nacida a principios del siglo pasado, 1900, que era una mujer blanca de una familia rica, pero que fue criada por mujeres que habían sido esclavas negras. Entonces, desde una temprana edad, fue una persona que estuvo muy vinculada a lo que son los rituales religiosos, pero también la sabiduría ancestral de estas personas. Y pues ella, como aprendió a escribir, a leer y escribir, ella entendió que estas personas que no tenían esta educación, por tanto no podían transcribir toda esta sabiduría ancestral, pues ella recopiló la mayor cantidad de información que pudo a través de entrevistas a personas, y pues tiene un libro que para mí en este momento fue fundamental, que se llama El Monte. El Monte es un libro en el que no solamente se habla de rituales, sino también que expresa la importancia de la naturaleza para los negros que vinieron a Cuba. Cómo tuvieron además que, digamos que reestructurar y también cambiar como todos sus rituales a la naturaleza pues que existía en nuestro país, y cómo tuvieron que de cierta manera los significados. Por ejemplo, la ceiba es la representación del baobab para ellos. Para ellos el baobab en muchas partes de África pues era sagrado, y la ceiba fue lo más parecido que ellos encontraron por la característica de su tronco, que era igual de grueso, digamos, y de alto como este otro árbol. Y para mí pues me abrió un universo espiritual y de sabiduría, una riqueza también, una sabiduría tremenda, y también me provocó pues digamos que un descontento, ¿no? Me hizo pensar cómo es posible que en las escuelas acá en nuestro país pues hablemos sobre la mitología griega, sobre las diferentes religiones, y una cosa tan importante como esta, que tiene que ver con nuestra identidad, nuestra cultura, pues simplemente no se toque, no se hable de esto, que es una parte tan fundamental también de nuestra identidad como cubanos, más allá de lo blanco o lo negro. No sé si... Non, avec ce nouveau papier, un coton de Ceiba, elle a commencé à faire des recherches pour comprendre pourquoi cet arbre portait ce caractère sacré dans la religion afro-cubaine. Et elle a trouvé le travail de Lidia Cabrera, qui est une écrivaine chercheuse cubaine du début du XXe siècle, et notamment son ouvrage El Monte, donc c'est difficile à traduire El Monte. C'est pas ni la forêt. C'est pas vraiment la forêt, c'est pas la jungle, c'est ouais. C'est oui ou le maquis peut-être, je dirais, je sais pas. C'est un peu une chose entre tout ça. Et donc El Monte qui... En fait, Lidia Cabrera était une femme blanche, fille d'une bonne famille, mais qui a été élevée surtout par des femmes noires, notamment descendantes ou anciennes esclaves, et qui lui ont transmis beaucoup d'informations,
de ces communautés d'esclaves des marrons. Et dans ça, il y avait bien sûr une présence très forte de la nature, parce que les marrons partaient à El Monte et les esclaves étaient toujours dans la plantation. Donc l'élément naturel était très présent et il est dans cet ouvrage d'Elia Cabrera. Et c'est là où elle explique que les Africains, quand ils arrivaient à Cuba, ils transposaient cette image du baobab comme arbre sacré à la ceiba, qui est un arbre qui a des caractéristiques morphologiques similaires. Et donc là, ça a ouvert tout un nouveau chapitre dans son travail, avec un univers qu'elle connaissait que de référence. Et elle s'est posé notamment une question, je pense qu'on se pose tous les Cubains à un moment donné, c'est pourquoi on essaye d'ancrer notre héritage sur une culture blanche européenne, donc en étudiant toute la mythologie gréco-latine, et qu'on n'étudie pas à l'école cette mythologie d'origine africaine. Entonces, pues... Ça, encore pire. ¿Perdón? Le taínos. Ah, On en sait encore moins. No. Bueno, entonces a medida que pues fui leyendo y descubriendo toda esta sabiduría que fui absorbiendo, pues fue penetrando mi arte. Entonces, esto que ven acá es papel de algodón, papel de algodón manufacturado que yo hice. Y como pueden ver es difícil, es decir, es un papel que absorbe muchísimo. Estas piezas se hicieron con café, acuarela y tinta. Entonces es difícil, digamos, que de controlar lo que sucedía. Entonces también para mí fue una especie de ejercicio para soltar y abandonarme en el proceso. Y pues entonces, no solamente decir... Yo siempre digo que yo no era la única que hacía estos dibujos, digamos, yo les llamo apariciones, porque iban formándose rostros, expresiones de personas que yo realmente nunca había visto, nunca, es decir, no había conocido, ni se basaban de una persona, digamos, que real, pero fueron apareciendo pues en estos papeles. Si quieres... Estos otros sí son en papel de ceiba, que pues como les comentaba, se nota, digamos, que la diferencia de cómo reaccionan los pigmentos, las acuarelas en el propio papel. Fue un papel realmente maravilloso. Y también pues... digamos que las cosas que fui pintando eran muy míticas, ¿no? Había mucha misticidad y pues precisamente se trataba de toda esta lectura relacionada con los ancestros, con los rituales, con lo natural, con pues estas sacerdotisas que hacían estas limpiezas con baños lustrales, con plantas, con hojas. Y que pues para mí todo esto fue una fuente linda, muy linda de inspiración. Y también de alguna manera fue mi mecanismo de, digamos que sustituir o más bien generar toda esta sabiduría que de alguna manera u otra se me había sido negada, ¿no? Durante tanto tiempo yo siento que estuve como desconectada con todo este saber que a través del arte tuve que como... digamos que reconciliarme con toda esta información, ¿no? Y pues abordarla de esta manera que fue, no solamente a través del proceso de crear el propio papel, sino también de lo que se pintaba, ¿no? De lo que se généraba. Donc, toutes ces informations qu'elle a trouvées dans le travail de Lilia Cabrera ont commencé à être transcrites dans son nouveau travail. D'abord, dans le papier coton qui est plus difficile à saisir et avec cette technique qui mélange et le café, l'encre, l'aquarelle et on voyait des visages qui émergeaient du papier comme des apparitions
comme des personnages inconnus sans une référence réelle. Et ensuite, elle a passé à ce travail sur le papier en coton de Sèvres, qui permettait plus de maîtrise et plus de préparation. Et c'est là où elle travaille sur des figures féminines liées à l'image de la prêtresse, au rituel de purification, et dans tout cet univers de sagesse, de cette sagesse qui lui avait été niée et cachée pendant toute son enfance et adolescence. Et voilà. Y bueno, pues este proceso duró alrededor, empezó como 2 años también. Si quieres, cambia. En los que estuve pues abordando toda, digamos que esta temática. Luego, en el 2023, pues sale la convocatoria de la Fundación Bernard Gros. Aquí tenemos a su director, Roger Herrera, que más adelante pues le daré la palabra para que explique también la importancia de proyectos como estos y pues de este específicamente. Y pues para mí fue, digamos, que se me presentó como es decir, yo lo percibí como una gran oportunidad. Pues los artistas cubanos, a veces es muy difícil lograr la visibilidad, porque pues por el contexto, digamos, que político, económico, social de nuestra isla, es difícil pues acceder a curadores, a instituciones, a galerías. Es decir, no tenemos ferias de arte, no, es difícil, es complicado. Entonces, pues, opciones como esta, de repente poder viajar a otro país y poder, pues, mostrar tu arte, pues, para nosotros son de suma importancia. En esta ocasión, con la Fundación, pues, se trataba de presentar un proyecto que mezclara pues tu práctica actual, en este caso pues todo lo que han visto hasta ahora, y de alguna manera vincularla a la cultura francesa, ¿no? Es decir, encontrar digamos que una justificación para venir acá a Francia, a París específicamente, y pues desarrollar este proyecto. Como yo seguía muy, digamos que volcada con todo este tema de la literatura y pues, de saber más, de investigar, el punto digamos, en común que encontré entre lo que yo estaba haciendo con París o con Francia, de cierta manera, pues fue la obra de Maryse Condé. Maryse Condé, autora guadalupeña, territorio ultramar francés, que además tiene una obra que además justamente en este momento yo recién la estaba conociendo, recién estaba empezando como a leer un libro de ella que se llama Moi Tituba, sorcière noire de Salem. Y pues Maryse Condé pues con su obra trata mucho el tema del efecto psicosocial, digamos, de todos los procesos de esclavitud, del cimarronaje, de la figura negra también es decir, entre estos procesos, y pues trabaja mucho la psicología de lo que es el racismo. Y por primera vez yo me estaba, digamos que ya saliendo un poco de lo mitológico, porque por supuesto los libros de Lidia Cabrera, como eran más bien anecdóticos, no hacían críticas como tal, ni se hacían, digamos que, ¿cómo decirlo? Pues tesis acerca del impacto más allá de lo que fue la esclavitud, del racismo, etc. Entonces ya con la literatura de Lidia Cabrera, pues esto me empieza a generar cuestiones más allá de pues, lo mitológico, lo conceptual o lo simbólico. Donc, elle a travaillé pendant 2 ans sur ces thèmes autour de la mythologie et à partir et sur le papier de Sèvres. Et en 2023, il y a eu l'appel à projet de la Fondation Bernard Gros Académie des Beaux-Arts, pour lesquels elle a envoyé un projet qui a été retenu. Et autour,
Donc un projet qui fasse sens en France et à Paris pour sa résidence des 6 mois à la Cité internationale des arts. Et c'était un projet autour de l'ouvrage Moi Tituba de Maryse Condé, qui met à partir d'une division très critique au centre la figure noire, les sujets liés au marronnage, au racisme, et dans ce contexte de la Caraïbe, et notamment de la Caraïbe francophone. Donc ça lui a permis de sortir du caractère assez mythologique et anecdotique du travail d'Elida Cabrera pour entrer dans une autre étape beaucoup plus critique sur la figure et le sujet noir. Exacto. Espérate todavía. Entonces, bueno, continuamos. Y bueno, esta obra que ven acá fue pues resultado de, digamos que, la lectura de esta obra y pues, digamos que mi reflexión en torno a ella. Y fue mostrada en la vitrine de la Cité des Arts. Lleva como título Rito de Pasaje. Rito de Pasaje porque los ritos de pasaje son rituales que se hacen en muchas culturas. Y que, por ejemplo, cuando un niño pasa a la adultez o quizás cuando una mujer está a punto de casarse, y son rituales en los que la persona tiene que mostrar pues su fortaleza, tiene que mostrar, ¿no?, que está listo para hacer este salto. Y también porque son rituales que la persona, una vez que los hace, no vuelve a hacer lo que era antes de hacerlo, ¿no?, de alguna manera. Y yo siento que, es decir, pienso que esto es un término que Maryse Condé utiliza mucho en su literatura para desarrollar los personajes. Es decir, ella muchas veces, sus personajes pues hacen un viaje. Por ejemplo, una mujer negra que de repente, decir, pues pasa por el proceso de esclavitud, y pues en este viaje pues obviamente no vuelve a ser lo que era cuando estaba en su tierra natal, ¿no? Y así, por supuesto, en otras, digamos que en otros contextos. Entonces acá yo lo que muestro es una mujer que tiene estas heridas que vienen siendo pues precisamente evidencia de este ritual, ¿no?, de este proceso, de estas dificultades que a veces, es decir, que por las que nuestros ancestros tuvieron que pasar. Pero luego tiene atrás como un altar de cañaveral, que vendría a ser entonces el paisaje que viene a arropar a estas personas que vienen y pues que les permite a ellos trascender a través de pasar su cultura, de cierta forma mantener pues su sabiduría ancestral, ¿no? Entonces fue mi manera pues de evocar o digamos que reflexionar sobre este tema. Y también esta pieza es importante porque por primera vez yo paso de hacer obras en pequeño formato a hacer obras en gran formato. Gracias al fondo de producción otorgado por la Fundación Bernard Grau, pues tuve acceso pues a comprar materiales, a experimentar y por primera vez pues me lanzo y hago pues este formato que era alrededor de 2 metros por 2 metros 10. Y también pues el aquello de estar en París, ¿no?, esta ciudad tan grandiosa con tanto buen arte que de repente te abre el apetito y pues te pone el estándar bien alto y pues uno quiere crecerse, ¿no? Y pues fue el caso. Salir de la zona de confort. Donc cette pièce que vous voyez à l'écran qui s'appelle Rituel de passage, donc parle bien sûr de ce moment très important dans beaucoup de cultures qui est le passage à une autre étape, et a été montré dans un espace d'exposition de la Cité internationale des arts et lors de sa résidence, et est un peu le point culminant de ce projet autour de Tituba de Maryse Condé, et il montre cette figure féminine blessée, marquée, avec des cicatrices, mais protégée par cet hôtel des cannes à sucre, et qui évoque bien sûr toute l'histoire, l'économie de la Caraïbe autour de la plantation. Et c'est la première fois où elle se lance
grâce aussi, et également au fonds de production que la fondation lui accordait, à faire une pièce en grand format. Et celle-ci fait 2 mètres par 2,10 à peu près. Et pour elle, c'était l'occasion d'être à Paris, c'était le moment de se dépasser et de rêver en grand. Sí. Y pues entonces, a partir de ese momento, las obras pasan ya de ser como autorreferenciales y digamos que en este mantienen el carácter místico, por supuesto, pero ya como a transmitir un mensaje, ya empieza a haber una representación real de lo que es el sujeto negro. Si quieres pasa también. Y también digamos que la misticidad del monte, ¿no? Siempre con la herencia esta de Lidia Cabrera presente. Y pasa de nuevo también. Ajá, también las obras de gran formato, que esto fue parte del Open Studio de la Cité des Arts, que pues puse las obras de gran formato en los muros de la institución y fue súper bonito. Y luego entonces cuando regreso a Cuba y digamos que durante todo el 2024, pues al regresar yo me empecé a hacer la pregunta, ¿no? A reflexionar sobre cómo el sujeto negro ha sido representado en las artes visuales cubanas. Sí, después de venir de todo, digamos que toda esta etapa reflexiva, ¿no? Y de conectar con esta historia no contada, digamos, o por lo menos no conocida para mí, por el contexto que sea, pues quise ir más allá y pues explorar este tema de cómo el sujeto negro es representado en las artes visuales cubanas. Hay referentes que para mí son muy importantes, como es la obra de Belkis Ayón, de Manuel Mendive, de Roberto Diago, y bueno, de Wilfredo Lam también, por supuesto. ¿Perdón? Jesús de Armas, exacto. Sí, la lista eso es a veces lo malo de nombrar es que siempre pecas de que te falte alguien súper importante. Pero bueno, y en este caso, además que son obras que son tremendamente bellas e importantes, pero también yo sentí que de alguna manera faltaba la representación realista de lo que es el negro cubano, ¿no? Muchas de estas obras son simbólicas o tienen mucho que ver con la religión también, como, es decir, toda esa, digamos que reflexión sobre esos temas. Pero yo que vengo de una familia negra, de profesionales, de intelectuales, de artistas propiamente, sentí que en nuestras artes visuales no estábamos siendo representados lo suficiente, digamos. Donc, à partir de ces travaux à Paris, elle passe d'un travail sur l'autoréférence à un travail qui va se concentrer sur les sujets noirs. À son retour à Cuba, elle a commencé par questionner et se questionner sur la représentation du sujet noir dans les arts visuels de Cuba. Il y a beaucoup d'artistes qui ont traité cette thématique, qui ont été mentionnés, Belkis Ayón, Manuel Mendive, Wilfredo Lam, Roberto Diago, Jesús de Armas, etc. Mais Gabriela a trouvé que le travail de ces artistes, qu'on pouvait trouver dans les différentes institutions cubaines, était plus lié à un travail symbolique et autour d'une expression religieuse, et qu'une représentation du sujet en tant que tel. Et elle-même, qui vient d'une famille noire et intellectuelle et plutôt athée, et sentait qu'il y avait toute une partie de la question noire qui était absente de l'art cubain. Entonces, pues empecé a hacer aquí estas obras que les voy a mostrar en esta y las próximas 2 diapositivas, algunas forman parte de la exposición que está actualmente en LAC, así que tampoco quise poner muchas por si van, que no hacer un spoiler.
Pero bueno, empiezo pues a hacer retratos de ya sea o familiares o personas, digamos que empiezo como a crearme un archivo de imágenes de rostros que para mí pues representaban, digamos que anatómicamente eran bellos, ¿no? Y negros, pero que también desde siempre que hemos escuchado, sobre todo en Cuba y estoy segura que también en muchísimos otros países y también en Francia, que la persona negra siempre es criticada por la forma, digamos, que de su nariz, de su boca, de su pelo. Y en Cuba es algo que a veces se hace incluso sin la intención de ser racista. Incluso está tan normalizado que la gente ni siquiera lo asume como un acto racista. Y pues yo entendí digamos que el impacto psicológico y sobre todo en el subconsciente que esto tiene para estas personas, ¿no? De cuando tú escuchas constantemente que tu nariz es gruesa, que tus labios son, ¿sabes? Son gruesos, o te critican por tu pelo, por tu color de piel, pues esto tiene un impacto en tu autoestima, en cómo tú te proyectas, ¿no? Hacia el mundo. Y pues sentí necesario pues hacer esta serie de retratos que precisamente hace un enfoque en pues estas formas. La mayoría están pintados como de forma como de close-up, como muy cercano, y con colores, digamos que neones, pues para iluminar, digamos que esta forma anatómica, que al final lo anatómico no es más que nuestros antepasados dibujados en nuestro cuerpo físico, ¿no? Por eso hay que como que ser consciente y pues estar orgulloso. Si quieres pasar a la otra. Y también están otra serie de pinturas, como es esta y la otra, si quieres también, que pues nos ponen en situaciones, es decir, pone a los sujetos que están siendo retratados pues en situaciones de paz, de disfrute. También la naturaleza siempre presente, porque para mí la naturaleza también pues representa lo que es el refugio, ¿no? Nuestros ancestros, sobre todo los esclavizados, pues cuando querían encontrar, digamos que la libertad, pues se refugiaban en el monte, los cimarrones, ¿no? Salían huyendo de las plantaciones hacia el bosque para pues encontrar precisamente la libertad. Y pues de ahí sale todo otra digamos que inspiración, ¿no? de lo natural, como al final está tan vinculado con nosotros y tan pues unido. Entonces, pues este es el resultado de todas estas reflexiones. Las piezas que están acá, que han visto, pues están presentes en LAC. Los invito, pues, si quieren pasar, pues son bienvenidos. Y bueno, antes de pasarle la palabra a Roger, también quería hablar sobre la experiencia, primero la traducción. Donc les pièces que vous venez de voir, elles font partie de l'exposition qui se trouve en ce moment à LAC. Ce sont des portraits de proches ou de personnes qu'elle a vues, aperçues, rencontrées. Et très souvent, et beaucoup à Cuba, le sujet noir est critiqué par sa physionomie, par son nez, sa bouche et ses cheveux. Et ces critiques qui parfois sont perçues comme anodines et créent un impact assez fort sur la perception et l'estime de soi. Donc elle a décidé de refléter la beauté du sujet noir et dans ces nouvelles œuvres à partir des gros plans qui mettent en évidence les caractères beaux de ces anatomies avec des couleurs qui vont venir mettre en relief ces aspects très critiqués. Donc, mais aussi on a d'autres pièces en beaucoup plus grand format où on voit des sujets dans une situation de paix, de refuge, et dans ces espaces de liberté très liés à la nature et bien sûr à tout ce qu'elle a pu emmagasiner autour de l'histoire des sujets noirs à Cuba dans
ce monte qui était l'espace de liberté par excellence. Y bueno, para terminar, concluir, comentarles, y bueno, antes de por supuesto pasarle pues la palabra a mi colega Roger, comentarles sobre lo que es ser artista cubano ahora mismo, pero residir en Cuba. Es complicado porque sobre todo el tema del mercado, ¿no? De quién compra las obras, es difícil, ¿no? En Cuba no contamos con coleccionistas, digamos que nacionales, que inviertan en lo que es el mundo del arte, entonces estamos siempre, digamos que dependientes al turismo, ¿no? Al turista que viene, que quiere comprar, ya sea pues porque colecciona o como souvenir o como un regalo, etcétera. Entonces espacios como lo son la Fundación Bernard Grau, que pues nos presenta con la oportunidad de venir, de plantar esta semilla, como es el caso, por ejemplo, de la relación con Jean-Michel, que pues lo conocí durante una visita al estudio, durante la residencia acá en París. Pues son fundamentales. También mencionar, por ejemplo, el trabajo de Gilbert Brownstone, que se encuentra con nosotros acá en la audiencia, que durante muchísimos años ha apoyado también a los artistas cubanos, a su visibilidad y pues nada, comentar eso antes de, y pasarle la palabra a Roger. Bon, qu'est-ce que c'est qu'être un artiste cubain qui vit à Cuba? Comme disait Daenerys au tout début, c'est un cas qui devient de plus en plus exceptionnel. Et donc Gabriela fait partie de ces artistes qui ont décidé de rester à Cuba. Cependant, bien sûr, elle se confronte à une question fondamentale, c'est comment vivre économiquement de son art. C'est-à-dire à Cuba, il y a peu ou pas des collectionneurs privés pour pouvoir vendre, et elle dépendent beaucoup des touristes qui sont des passages, qui veulent acheter souvenirs ou cadeaux ou que sais-je, et le fait d'être en lien avec des espaces comme la Fondation Bernard Gros ou le projet de Jean-Michel Attal avec LAC, et permettre d'avoir une visibilité et faire connaître son œuvre, rencontrer des différentes personnes autour du monde de l'art. Et aussi un moment important, c'est le travail que fait Gilbert Brownstone avec sa fondation et son association depuis pas mal d'années pour le soutien des artistes cubains et la visibilité de ces artistes en France et à Paris. Voilà. Donc, c'est pas prévu. Hein. Donc, merci beaucoup, Gabriela. Maintenant, c'est Daniel qui va te traduire en espagnol. Et donc, oui, je sais, elle comprend. Elle a quand même étudié le français pendant quelques années. Et donc, pour moi, c'est vraiment un grand plaisir et un honneur de partager ce moment avec toi, avec vous, ici à la Maison de l'Amérique latine. Et donc, la Fondation Bernard Gros, elle rend hommage à un diplomate français qui a terminé sa carrière de diplomate à Cuba, et qui s'appelait Bernard Gros, qui est décédé en 2020, et avec qui j'ai eu la chance de travailler à Cuba, et qui a eu ce sujet de créer un projet pour soutenir les artistes cubains. Donc Gilbert Brownstone, qui est ici, et le connaissait bien. D'ailleurs, je connais Gilbert à travers Bernard. Et donc, après son décès, il y a eu cette idée de créer un fonds pour soutenir d'une manière ou d'une autre, mais aussi en complément avec le travail que Gilbert fait, et pas seulement Gilles, parce que là je vois aussi Juan Luis Morales et Nathalie Morales qui fait un travail depuis
pas mal de temps sur les artistes et cubains dans un sens plus large. Et l'idée, c'était, j'ai parlé à l'Académie des Beaux-Arts où je travaille, je suis secrétaire général adjoint et qui a la possibilité d'accueillir des fondations abritées et de lancer ce projet. L'Académie a accepté, ce qui a été un moment assez important, et à condition qu'on fasse un projet pas seulement sur les arts visuels, mais sur toutes les disciplines de l'Académie. Et donc l'Académie est une institution qui, sous sa forme actuelle, a été fondée en 1816 par Napoléon, c'est-à-dire, il avait fondé un peu avant, mais bon, sur sa forme actuelle, elle est fondée en 1816 et depuis, elle comporte plusieurs disciplines artistiques, peinture, sculpture, jusqu'aux plus récentes en chorégraphie et cinéma et photographie. Et l'idée, c'était ça, que chaque année, il y ait 2 artistes cubains liés à 2 disciplines différentes de l'Académie qui viennent pour 6 mois en France dans un projet en collaboration avec la Cité des Arts pour 6 mois de résidence. La première année, on a décidé de lancer en peinture et architecture. En 2023, un appel à projet a été lancé. Il y a eu 40 réponses d'artistes cubains dans une limite d'âge, je pense, de 40 ans. Donc c'était la limite qu'on avait mise. Et donc déjà, 40 jeunes artistes de Cuba, c'était assez incroyable. Et il y en avait, je dirais, un tiers qui vivait à Cuba, dont Gabriela, qui était une surprise, et parce que c'était une artiste autodidacte, qu'à l'époque avait une œuvre qui était assez réduite. Elle commençait, elle avait que 5 ans de pratique. Elle avait commencé en 2018 face à d'autres artistes qui avaient fait l'école des Beaux-Arts, qui avaient déjà un peu plus de carrière, mais son projet très bien construit et pensé, son envie de venir en France et l'idée que cette opportunité puisse lui ouvrir tout un univers et pour sa pratique et pour sa visibilité a séduit le jury. Et donc elle a été choisie et je pense que ça a été le meilleur choix parce que vous avez pu constater comment son travail a pu grandir dans le sens très matériel du terme, mais aussi dans un sens plus de réflexion et d'expression. Et je pense que c'est tout le sens de ce projet que j'ai voulu porter et qui est concrétisé, matérialisé aujourd'hui. Donc elle a été choisie en début 2023, elle est venue en avril, elle présente cette pièce que vous avez vue à la Cité des Arts et au mois de mai ou juin. Cette pièce est vue par des collectionneurs, par Jean-Michel Attal. Elle séduit des personnes et 2 ans après, elle se retrouve à Paris pour faire une exposition personnelle. Et je pense que c'est un peu humblement la manière de pouvoir soutenir ce jeune artiste. Donc pour conclure, et l'année dernière, nous avons eu 2 artistes dans les disciplines de gravure et dessin. Et cette année, on vient de choisir les 2 lauréats de 2025 dans les disciplines de composition musicale et chorégraphie. Et donc voilà, c'est tout ce que je souhaitais partager ce soir avec vous. Remercier bien sûr les personnes qui nous accueillent et tous ceux et toutes celles qui sont présents et présentes ce soir pour nous entendre et échanger avec nous. Merci. Je vais, si tu veux. Vas-y.
alguna preguntita? Ah, para Gabriela, por supuesto. Voy a hacerla en español y luego en francés para el resto. Hay un proceso en tu obra que se asemeja mucho al proceso de Diego Rivera con sus murales, porque hay ese pasaje de ese arte internacional a esa representación de lo autóctono con el costumbrismo mexicano y el cambio de escala, como en el muralismo, y de ir hacia búsqueda de representar, construir tu mismo papel y eso. Es que dentro de todo ese proceso hay también una intención política súper fuerte, o es simplemente estético. Je le pose en français pour celles qui n'ont pas compris la question. Sa démarche se approche beaucoup, par exemple, à celle de Diego Rivera, dans son passage d'une esthétique internationale à une esthétique très locale et de montrer la physionomie des gens locales. Est-ce qu'il y a une intention politique manifeste dans cet passage, ou c'est simplement l'hasard qui a fait bien les choses? Gracias, Leonor. Realmente fue más bien por mi necesidad de evolucionar, realmente. Yo creo que los artistas constantemente estamos, digamos que, retándonos, ¿no? Investigando. Entonces yo pasé, digamos que los primeros 3-4 años de mi carrera pues trabajando en pequeño formato. Entonces ya llega un momento en mi digamos que en mi proceso pues necesité experimentar y pues expandirme. Entonces no creo que haya una intención política en sí como concretamente, pero bueno, todo es político hoy en día, ¿no? De alguna manera. Entonces, yo creo que no, que fue parte del proceso y que en mi obra, por ejemplo, yo creo que todo ha tenido como un hilo conductor, ¿no? Que cada punto me ha llevado a otro y yo de alguna manera me he dejado llevar y pues experimentar. Y pues ahora estoy en ese punto. Ahora, por ejemplo, estoy loca por experimentar con telas y cambiar digamos que de medio, porque siento que ya llevo bastante tiempo trabajando en el papel y pues que ya tengo la necesidad, ¿no? de experimentar y pues evolucionar también. Entonces, ahí estamos. Donc, sur cette question, tout vient plutôt d'un besoin d'évolution, de se lancer ce défi, de passer du petit format au grand format, et d'un besoin d'expansion, et pas a priori une intention politique, même si elle affirme que tout est aujourd'hui politique, et cependant pour elle tout apparaît dans le processus, dans ce fil conducteur qui l'amène d'une série à une autre, d'une œuvre à une autre, et en ce moment elle se pose la question de passer à expérimenter sur le tissu et changer de format. Moi j'ai posé la question à Daniel aussi pour voir ce qu'elle en pense. Et Cuba, pour ceux qui connaissent bien, c'est un pays très raciste. Donc il y a une division assez forte entre noir et blanc. Ce que Gabriela, dont elle parlait tout à l'heure, de cette représentation assez marginalisée et très liée à la religion, au côté très caricatural de la figure noire, et même par des artistes noirs, et quelque chose qui reste encore aujourd'hui, qui arrive à nos générations, donc, et 150 ans après l'abolition de l'esclavage. Cuba est l'un des derniers pays
en Amérique latine et dans le monde à abolir l'esclavage, 1886. Donc on est presque au XXe siècle, donc 15 ans avant l'arrivée au XXe siècle. Et c'est resté très marqué, et les familles blanches ne se mélangent pas avec les familles noires. Si un mélange, c'est quelque chose d'égaré qu'il faut cacher. Et je pense que cette œuvre que vous voyez ici a un caractère politique très très fort dans ce fait de créer et remettre en lumière la beauté et le caractère et parfois anodin du sujet noir. Je pense qu'il y a un discours politique qui est très fort, au moins aujourd'hui dans notre génération. Peut-être que demain, on va se dire c'est plus un sujet, mais au moins encore aujourd'hui à Cuba, je pense que c'est un message politique qui vient de la part, en plus de quelqu'un qui l'exprime en toute beauté. Là, merci Roger, parce que ça m'a fait penser à une chose en fait, et là je fais un peu les liens avec l'AC. On a utilisé pour cette exposition, pour ceux de vous qui ne l'ont pas vu encore, sûrement les rez-de-chaussée pour les œuvres de Gabriela, mais à l'étage, on a laissé les œuvres précédentes des premiers accrochages de la collection Jean-Michel Attal. Et justement, là, tu parlais, et je pensais à une chose, il y a une œuvre qui appartient à un artiste cubain qui s'appelle Roberto Diago, qui est un artiste de 50 ans, 54, qui a toute sa vie a été, bon, bien sûr, peintre, sculpteur aussi, et qui a une esthétique très très liée justement aux questions raciales, aux questions de racisme. Par contre, cette œuvre n'est pas du tout figurative. Et justement, je pense à ça. C'est aussi une œuvre, d'ailleurs, qui s'appelle Blessures, Heridas, en espagnol, qui parle justement, bien sûr, de la souffrance des Noirs, des esclavages, du racisme, etc. Mais l'artiste n'utilise pas justement la figuration, comme la plupart des artistes cubains de sa génération ou autres, pour parler de ce type de sujet. Donc pourquoi, peut-être il faudrait se poser la question dans ton travail, Gabriela, il y a justement la figuration, peut-être comme réponse à cette histoire noire dont tu as besoin peut-être de représenter, mais que c'est pas le même, on va dire, c'est pas le même parcours que les artistes cubains ont décidé justement d'utiliser pour montrer les problématiques raciales justement au sein de la communauté cubaine. Ça peut être aussi lié justement à des questionnements politiques, de qu'est-ce qui s'est représenté par le racisme dans les années 60 et qu'est-ce qui s'est représenté par le racisme aujourd'hui à Cuba, ¿no? Avec l'arrivée d'Internet, etc. Es una pregunta entonces para mí. Sí. Bueno, entendí, no sé, yo supongo que todo el mundo haya entendido de lo que se habla. Y pues sí, es verdad que la mayoría de los artistas que tocan pues el tema del racismo en Cuba lo hacen de una manera, digamos que indirecta, precisamente porque no es figurativa, ¿no? Es más bien, digamos que o a partir de simbologías que tienen que ver con la religión o abstracciones que representan, ¿no? Como en este caso de la obra de Roberto Diago, que es un panel negro completamente con mucha, digamos que, textura, y hay como dos rasguños que se nota los rojos, ¿no? Es como estas heridas, y también yo creo que tiene que ver como con la sangre, como al final todos podemos ser de diferentes colores, pero tenemos la misma sangre. Y yo pues lo pienso que precisamente tiene que ver con el racismo incluso estético, ¿no? Hasta qué punto una persona estaría dispuesta a tener un retrato de un negro en su casa que a tener digamos que una obra figurativa conceptual, ¿no? Entonces yo pienso que esto ha sido un punto también, quizás incluso inconsciente, es decir, no tengo una respuesta absoluta para decir por qué estos artistas abordaron este tema de esta manera, ¿no? Sino es simplemente lo que puedo quizás yo interpretar sobre esto. Y pues precisamente yo también tengo que hablar definitivamente de algo que para mí también fue importante en todo este discurso mío, y fue una exposición que vi en el Museo Metropolitano de Nueva York del Harlem Renaissance, que fue precisamente una muestra de artistas negros que en esos años, estamos hablando de los años 1940,
que hubo 1940-50, que hubo la gran migración de los negros del sur hacia estados como Nueva York, que el racismo no estaba, si la segregación no estaba tan fuerte y tan marcada como en el sur. Y pues hubo un florecimiento de la comunidad negra en términos del arte, de la música, y pues esta exposición se centraba precisamente de los propios negros mostrarse a sí mismos, es decir, no era un negro pintado por un blanco, es decir, eran ellos mismos entendiendo lo que estaba sucediendo en su comunidad, representándolo desde su punto de vista, y para mí fue evidente al ver esta muestra, es decir, fue imposible no contrastarlo con lo que yo conozco de nuestro arte, ¿no? y de nuestros artistas negros. Y es un diálogo, digamos, que no existe en nuestro país, o quizás no voy a ser tan absolutista, pero del cual se habla muy poco o de lo que no está representado prácticamente. Entonces, es decir, hay muchos factores que influyen en este proceso, y es decir, estas son como las ideas que me vienen a la cabeza. Pero bueno, la historia es larga y vasta, y siempre estamos a tiempo de reescribirla o de insertarnos en ella, y pues aquí estamos. Donc, 2 points vite. Bon, la plupart de ces artistes cubains dont on a parlé, qui traitent le sujet noir, le sujet du racisme, le font souvent à travers une abstraction et très peu à travers la figuration humaine, notamment. Et Gabriel avait eu l'occasion de découvrir une exposition au Metropolitan Museum à New York, et qui s'appelait Harlem Renaissance, et où des artistes noirs représentaient des sujets noirs. Et donc, elle se posait la question de trouver ce parallélisme dans l'art cubain qui, pour elle, était complètement absent. Elle s'est dit, bon, là, il y a quelque chose à faire, et on peut toujours réécrire l'histoire de l'art à Cuba. On va faire une petite dernière question. Cristina. Gaby, qué gustazo verte 2 años después de tu residencia. Muchas felicidades, y me encanta tu obra, y qué bonito conocer más de tu caminar. Yo lo que quería pues saber, bueno, también felicitar a la colección y a la fundación por su labor, porque también como gestora sé lo importante que es y el trabajo que representa. Y quería entender mejor cómo fue, digamos, la colaboración con la Académie des Beaux-Arts, o sea, cómo era, digamos, tu cotidiano ¿fuiste a la academia o fue más como por talleres? ¿Cómo fue? Pues sí, por supuesto que fui a la academia, y realmente la oportunidad pues, que se me presentó, tanto la academia como la fundación, como también la Cité des Arts, fue la oportunidad pues, de investigar, es decir, de investigar y también tener, por ejemplo, entrevistas con personas, o tener también la posibilidad de encuentros con curadores. Es decir, lo que es el tema de la información, ¿no? Que estando aquí es tan rico. Entonces, desde ese punto de vista, pues se me abrieron esas puertas, y pues fue súper importante también, perdón, en todo este proceso. Sí. Y por supuesto, Roger. Non, juste marquer pour rappel que l'Académie Beaux-Arts, ce n'est pas aujourd'hui l'école des Beaux-Arts. Donc, à une époque, l'école des Beaux-Arts dépendait directement de l'Académie Beaux-Arts. C'était les académiciens, notamment David, qui a fondé l'Académie en peinture, et qui assurait les cours à l'école des Beaux-Arts. Et à partir notamment du XXe siècle, et surtout à la naissance du ministère de la Culture en 68, il y a une scission complète entre l'Académie et l'école. Donc l'Académie, aujourd'hui, comme depuis sa création au début du 19e siècle, et elle est formée, elle est formée par des praticiens, donc des artistes qui sont élus par leur père et qui ont une fonction de mentorat, qui ont une fonction de soutien aux artistes et de conseil aux institutions. Mais donc, il n'y a pas d'atelier ou d'autre chose, à part ces rencontres qui
peuvent être faites avec des artistes et ces différents programmes. Que ce programme avec les artistes cubains, c'est l'un des programmes de l'Académie qui a aussi d'autres programmes de résidence et qui octroie une cinquantaine de prix pour à peu près 1 million d'euros par an aux artistes des différentes disciplines. Et encore une dernière question. Der, Christine. Assez courte en fait. J'étais en 75, j'étais à Cuba, bon j'étais jeune, et je voulais visiter le Museo, yo creo, ¿no? Etnográfico de Guanabara, eso es? Guanabara, la bahia de Guanabara? Non. Il n'y avait pas un musée ethnographique à Cuba? Est-ce qu'il y avait un musée ethnographique? Il y a un musée ethnographique à Santiago, celui que Bacardi avait créé dans sa collection. C'était à côté de La Havane. Peut-être à Guanabacoa. À Guanabacoa, voilà. Et ça, c'est le musée de la ville de Guanabacoa qui a une collection ethnographique assez importante. Et donc, je voulais visiter ce musée et il était fermé en 75. Et on m'a dit, non, de toute façon, tout ce qui est practica de santeria, les rituels et tout ça, non, le gouvernement cubain ne veut absolument pas ces choses et ne veut pas qu'on égorge des poulets seulement pour, voilà, bon. Donc voilà, je voulais savoir ce musée, effectivement, qui avait apparemment une très grande collection ethnographique, hein, qui avait l'air importante. Bon voilà, moi j'ai vécu 3 mois à Cuba dans ces années-là, vous voyez, c'était il y a longtemps. Donc, pero bon, creo que ahora mismo ese museo no existe, no está bien, no. Non, aujourd'hui, il y a... Ça s'appelle Museo de la Ciudad, ahora, non? Oui, aujourd'hui, ça s'appelle le musée de la ville de Guanabacoa. C'est ça. Et qui est ouvert sur rendez-vous une fois par semaine, c'est-à-dire jamais ouvert, sauf si on donne, si on donne 50 pesos parce que moi j'ai visité comme ça, aux gardiens. Et donc, c'est vrai que Guanabacoa était une ville en face de La Havane, qui était une ville indépendante, c'est-à-dire qui n'appartenait pas à la ville de La Havane et créée depuis la fin du XVIIe siècle. Et c'est une ville où il y avait beaucoup d'esclaves parce qu'il y avait des plantations tout autour. Et donc, c'est à peu près où cette concentration de culture et d'origine africaine a émergé autour de La Havane. Et c'est pour cela qu'il y a eu ce musée que je pense depuis la France on peut appeler ethnographique parce qu'il y a beaucoup d'objets du quotidien et des rituels qui ont été conservés là-bas. Je me souviens que j'avais travaillé pour un film quand j'étais à Cuba, on avait tourné quelques scènes devant le musée et on avait pu voir les collections, mais c'est vrai que, bon, comme vous le savez, c'est toute une partie de notre culture qui est mise de côté, un peu au banc, et que n'est pas ni partagée, ni mise en avant, ni légitimée. Et c'est pour cela qu'une œuvre comme celle de Gabriel prend toute son importance aujourd'hui et à Cuba et dans ses partages en France et ailleurs. Bravo.